Merci Sophie Jeanne, Christian pour votre invitation. Merci beaucoup Mathilde Bois pour son accueil remarquable. Il me revient la tâche extraordinairement difficile, en fait triplement difficile, de parler après Dominique Pradel. Deuxièmement, de parler du même sujet que lui. Et troisièmement, de parler avant le déjeuner. Donc je vais faire de mon mieux. Lorsqu'on cherche à s'enquérir de ce que Heidegger a pensé de la science, il est difficile de conjurer la tournure polémique que prend d'emblée la question. Assurément, Heidegger en général nous y expose, on l'a déjà vu un petit peu depuis 24 heures. Mais sa méditation de la science moderne peut être plus que d'autres aspects de sa pensée. Au-delà de l'irrationalisme qu'on lui a généralement prêté, Heidegger a en effet suscité de vives réactions lorsqu'il a prononcé en 1951, dans le cours même par lequel il a inauguré la reprise de ses fonctions de professeur à l'université de Fribourg-en-Brisgau, une phrase d'une célébrité funeste, que rappelait tout à l'heure Dominique, « La science ne pense pas ». Avec cette phrase, l'affaire était entendue. Comment quelqu'un qui pensait que la science ne pense pas pouvait-il lui-même avoir pensé la science ? Heidegger, penseur de l'être sans doute, Heidegger, penseur de la technique assurément, Heidegger, penseur de la poésie pourquoi pas, mais Heidegger, penseur de la science, voilà qui confine, semble-t-il, à la provocation. Pourtant, ce n'est pas simplement à ces heures perdues que Heidegger s'est attaché à comprendre ce que Wissenschaft voulait dire. Non seulement une réflexion sur la science fut contemporaine des premiers pas que le jeune Heidegger fit en philosophie, non seulement cette réflexion mûrit et s'approfondit de façon quasi ininterrompue tout au long des décennies qui suivirent, mais à plus d'un titre, la réflexion sur la science fut un lieu critique dans l'itinéraire de Heidegger. Autrement dit, la question de la science s'est presque toujours trouvée mêlée aux décisions philosophiques d'envergure qu'a prises Heidegger. À titre pour le moment purement illustratif, évoquons trois de ces moments critiques. La rupture avec Husserl, l'échec du rectorat et la mise en question de la modernité. Et tout d'abord, la question du statut de la science et de son rapport à la philosophie participe de la rupture, sans doute par ailleurs inévitable, avec Husserl. Déjà, dans le texte qu'il avait joint au recueil d'hommages offert à l'occasion de son 70e anniversaire à Husserl, le 8 avril 1929, c'est-à-dire dans De l'essence du fondement, Heidegger laisse deviner une prise de distance par rapport au paradigme scientifique. Autant il n'hésitait pas, à l'époque de la parution d'Être et Temps, à s'approprier ce paradigme, en qualifiant par exemple sa propre pensée de science transcendantale, dans le cours de 1927, du semestre d'été 1927, autant 2 ans plus tard, dans le texte offert à Husserl, il semble décrire la science comme un objet, sinon étranger, du moins autre que le sien propre. Mais c'est surtout quelques mois plus tard, en juillet 1929, dans sa leçon inaugurale à l'université de Fribourg, que Dominique évoquait tout à l'heure, et où il a pris la succession de Husserl à l'université de Fribourg, leçon à laquelle assiste Husserl lui-même, que Heidegger, dans les derniers mots de sa leçon, adresse de façon à peine voilée ce message à Husserl. Je cite : « C'est pourquoi la rigueur d'aucune science n'égale le sérieux de la métaphysique. La philosophie ne peut jamais être mesurée à l'aune de l'idée de science. » Fin de citation. Donc c'est dans Qu'est-ce que la métaphysique ? La rigueur d'aucune science, keine Strenge einer Wissenschaft. Le mot rigueur, Strenge, fait directement signe vers l'opuscule publié par Husserl en 1911, Philosophie als strenge Wissenschaft, la philosophie comme science rigoureuse. Là où Husserl entendait élever la philosophie au niveau de la rigueur scientifique, Heidegger refuse de faire de cette rigueur l'étalon de mesure de la philosophie, laquelle, à ses yeux, surpasse la science par son sérieux. Nous devons pour l'instant laisser de côté la signification exacte des mots strenge et ernst, rigueur et sérieux, par lesquels Heidegger caractérise respectivement, à la suite de Husserl, la science et, contre Husserl, la philosophie. Notons
c'est le deuxième point, notons que l'idéal scientifique s'imposera pourtant à nouveau à Heidegger dans des circonstances, il est vrai, très particulières, quelques années plus tard, lorsqu'il prendra ses fonctions de recteur de l'université de Fribourg en 1933. Dans le célèbre discours de rectorat, c'est aus Wissenschaft und durch Wissenschaft, à partir de la science et à travers la science, que Heidegger situe l'université allemande. Mais ici, le nouveau recteur entend reconduire la science contemporaine allemande, et par là l'université allemande, à ce qu'il nomme la science originelle grecque. De sorte qu'il emploie, dans ce discours, indifféremment les mots Wissen et Wissenschaft, savoir et science, la philosophie en son sens grec, ayant alors vocation à unifier les différentes sciences et ainsi à définir ce que Heidegger nomme le savoir de la mission spirituelle. C'est cette synonymie entre savoir et science, et la mission spirituelle qui est associée en 1933, que Heidegger remettra en question après l'échec du rectorat, lequel constitue ainsi, après la rupture avec Husserl, le second lieu critique de la réflexion heideggerienne sur la science. Ainsi Heidegger écrira-t-il en 1938, dans une conférence intitulée « Le fondement de la conception moderne du monde », conférence dont il publiera en 1950 le texte inchangé sous le titre « Die Zeit des Weltbildes », l'époque des conceptions du monde, je cite, c'est que le chercheur est poussé de lui-même, et cela nécessairement, dans la sphère du technicien, au sens essentiel où nous prenons ce mot. Ce n'est qu'ainsi qu'il reste efficace, donc, dans l'esprit de l'époque, effectif et réel. À côté de lui, le romantisme de plus en plus mince et vide de l'érudition et de l'université peut bien se maintenir encore quelque temps en quelques endroits. Cependant, l'unité agissante et par conséquent la réalité de l'université ne réside pas en un pouvoir spirituel, émanant d'elle parce que nourri par elle, qui unifierait originellement l'ensemble des sciences. L'université n'est réelle que dans la mesure où elle est une institution qui, sous une forme restée unique parce que administrativement unie, rend possible et visible la séparation de toutes les sciences se particularisant et ainsi l'unité particulière des sciences en tant que mouvement d'une exploitation organisée. Fin de citation. L'allusion à l'épisode du rectorat se trouve concentrée, me semble-t-il, dans la phrase, je cite à nouveau, « La réalité de l'université ne réside pas en un pouvoir spirituel émanant d'elle parce que nourri par elle, qui unifierait originellement l'ensemble des sciences. » Fin de citation. L'expression de force spirituelle renvoie en effet à celle de mission spirituelle employée 5 ans plus tôt. Le syntagme émanant d'elle parce que nourri par elle rappelle la notion d'auto-affirmation à partir de laquelle Heidegger déploie en 1933 sa vision de l'université allemande. Enfin, l'idée d'unification originelle de l'ensemble des sciences, et ici l'adjectif originel renvoie à l'origine grecque, cette idée est le projet même que le nouveau recteur Heidegger avait proposé à l'université de Fribourg. C'est cette vision de l'université, de sa tâche scientifique et spirituelle, dont Heidegger mesure désormais, en 1938, l'impossibilité de principe. Cette impossibilité tient en effet à la figure même de la science moderne qui fait du scientifique un technicien enrégimenté dans une exploitation organisée. Après avoir mis en garde Husserl contre le projet d'imposer à la philosophie le paradigme scientifique, c'est-à-dire le paradigme de la rigueur, Heidegger doit ainsi reconnaître l'impossibilité pour la philosophie de se soumettre ce paradigme et de l'intégrer à nouveau dans le vaste plan d'un savoir originel. Il faut dire qu'en ambitionnant 5 ans plus tôt de surmonter cette impossibilité, Heidegger avait cru, mais jusqu'à quel point en avait-il alors pris la mesure, il avait cru pouvoir surmonter le sens même de l'époque moderne. Sans doute est-ce à cette ambition démesurée que songe Heidegger lorsqu'il écrit, dans la même conférence de 1938, mais dans une partie qu'il n'avait alors pas lue au public, je cite, « Aucune époque ne se laisse mettre de côté par une simple négation. Celle-ci
n'élimine que le négateur. Les temps modernes, pour pouvoir seulement être endurés à l'avenir dans leur essence, exigent de la part de la méditation, et en vertu de leur essence, une profondeur et une portée à la préparation desquelles nous autres d'aujourd'hui pourrons peut-être contribuer, mais dont nous ne saurions en aucun cas prétendre venir à bout dès maintenant. Fin de citation. Et là, on peut songer à l'abandon du décisionnisme dont il était question hier dans la conférence de Jean-Claude Monod. Le négateur qui se trouve, lui et non ceux qui l'entendent nier, éliminé par l'acte même de nier son époque, telle est sans doute, en effet, la position qu'a tenue Heidegger dans ce que Christian Sommer a justement nommé le programme platonicien du discours de rectorat. Car, en prétendant reconduire les sciences à l'unité du savoir philosophique, ce que le Heidegger de 1933 entendait dépasser, ce n'était pas moins que sa propre époque, la modernité, que le Heidegger de 1938 voit se déployer comme projet scientifique. Alors que le discours de 1933 employait indifféremment les mots savoir et science, la conférence de 1938 distinguera donc expressément la science moderne de l'épistémé grecque et de la doctrina et de la scientia médiévale. La science moderne, ou plus exactement, la science en tant que chose moderne. Après la rupture avec Husserl et après l'échec du rectorat, c'est là le troisième lieu critique de la méditation heideggerienne de la science, la mise en question du projet moderne. On commence peut-être à entrevoir que ces trois lieux critiques sont en fait trois étapes sur un même chemin philosophique. Comme Heidegger l'a implicitement montré dès son cours du semestre d'été 1923-24, où la critique de Descartes sert à critiquer Husserl, le paradigme scientifique qui domine la phénoménologie de Husserl tient à son paradigme cartésien. C'est à ce retour à Descartes, jugé encore trop court pour pouvoir refonder la science, que le Heidegger de 1933 oppose un retour au savoir grec. Mais c'est au projet même d'une refondation de la science que le Heidegger, ayant pris la mesure de l'échec du rectorat, oppose le caractère épocal de la science, laquelle ne se laisse pas surmonter pour la bonne et simple raison qu'un tel surmontement engagerait celui de la modernité elle-même. De la rupture avec Husserl à l'échec du rectorat, et de cet échec à la compréhension de ce qui le rendait inévitable, Heidegger ne fait que prendre plus profondément la mesure de l'ampleur de ce que Wissenschaft signifie, à savoir, ni plus ni moins, modernité, mais modernité en son essence, c'est-à-dire en ce qu'elle comporte de plus intime et constitutif. Cette pleine mesure se trouve atteinte par Heidegger dans la deuxième moitié des années 30, au sujet desquelles il nous faut ouvrir une brève parenthèse bibliographique. Le texte directeur est sans doute ici la conférence de 1938, publiée, on l'a dit, sous le titre Die Zeit des Weltbildes, l'époque des conceptions du monde, des visions du monde, des images du monde, en 1950 dans le recueil Holzwege. Ce texte est le fruit d'une élaboration longue d'un peu plus de 2 ans. On en trouve les notes préparatoires dans les Beiträge zur Philosophie, entre les paragraphes 66 et 80, et en particulier au paragraphe 76, intitulé « Thèse sur la science », qui, sous forme de thèse justement, établit le plan d'une bonne partie de la conférence de 1938. Cette conférence a en outre été préparée par le cours du semestre d'été 1935-36, publié de son vivant par Heidegger sous le titre « Die Frage nach dem Ding », traduit en français dans la forme interrogative « Qu'est-ce qu'une chose ?» En se proposant de présenter le sol historique sur lequel repose la critique de la raison pure de Kant, la partie principale du cours opère, dans son premier chapitre, c'est-à-dire sur une bonne 60aine de pages, un exposé magistral de la naissance du savoir scientifique moderne, ainsi qu'une confrontation de celui-ci avec l'épistémé grecque. Cet exposé, dont l'ampleur fait parfois songer au monumental paragraphe 9 de la Crisis de Husserl, les deux textes se complétant d'ailleurs mutuellement d'une façon étonnante, apporte des précisions à un certain nombre de points que la conférence de 1938 aborde parfois de façon elliptique.
En fondant la science moderne dans la naissance de la subjectivité chez Descartes, cette conférence trouve en outre d'importants prolongements dans le Nietzsche II, qui, à la même époque, approfondit le versant proprement cartésien de la naissance du projet moderne. Enfin, ce travail de Heidegger sur la science moderne, dans la deuxième moitié des années 30, s'est nourri d'échanges que Heidegger a eus avec ses collègues de la faculté des sciences et de médecine, où il a pris part, en 1937, à un cercle d'études. Ces notes sont publiées dans le tome 76 de l'édition intégrale, largement étudié tout à l'heure par Dominique. On y voit, Dominique l'a montré, on y voit Heidegger proposer parfois des analyses précises des concepts directeurs en physique ou en biologie. On y constate également la présence très nette d'éléments d'élaboration de la conférence de 1938. Celle-ci, la conférence de 1938, constitue ainsi une sorte de somme dont les autres textes que nous avons cités présentent de façon nettement plus développée, donc aussi parfois plus claire, l'un des volets. Cet ensemble textuel fait des années 1935-1940 des années de la mise en question heideggerienne radicale du projet scientifique, c'est-à-dire du projet moderne. Mais justement, refermons notre parenthèse bibliographique et demandons-nous dans quelle mesure scientificité et modernité se recouvrent. Au début de sa conférence de 1938, qui, rappelons-le, avait initialement pour titre « La fondation de la conception moderne du monde dans la métaphysique », Heidegger présente, de façon quasi énumérative, ce qu'il nomme, je cite, « les phénomènes essentiels des temps modernes ». Ces phénomènes sont ici au nombre de 5. La science, la technique mécanisée, la reconduction de l'art à l'esthétique, celle de l'histoire à la culture, enfin, l'absence de Dieu. Si la science n'épuise pas le sens de la modernité, elle en est donc bien un phénomène essentiel. Or, il y a déjà en cela matière à s'étonner. Ce qu'il y a de caractéristique de la modernité, en effet, ce n'est pas ici la forme qui revêtirait la science, par opposition à une science antique ou à une science médiévale. La science en tant que telle, la science tout court si l'on veut, est aux yeux de Heidegger quelque chose de proprement moderne. Aussi Heidegger, après avoir employé l'expression pouvant prêter à confusion de science moderne, la rectifie-t-il immédiatement et interroge-t-il non plus la science moderne, mais la science en tant que moderne, par quoi il faut entendre la science en tant que chose de la modernité et propre à cette dernière, ce qui n'empêche pas par ailleurs, par commodité Heidegger, de parler de science antique ou médiévale ici ou là. Mais dans ce passage, il corrige l'expression et donc parle de science en tant que moderne. Ce que confirme la distinction qui, dans le texte de la conférence, suit immédiatement et que nous avons déjà évoquée entre épistémé, scientia et Wissenschaft. Distinction reprise au paragraphe 76 des Beiträge et tout à l'heure Dominique l'évoquait dans le tome 76 de la Gesamtausgabe, c'est-à-dire dans ses notes pour le séminaire tenu avec des scientifiques. À proprement parler, Wissenschaft, il n'y a que dans la modernité. Mais qu'est-ce qui fait ainsi de la science quelque chose de proprement moderne? Avant de déterminer dans quelle mesure la science appartient en propre à l'époque moderne, il convient de se demander comment la science peut plus généralement se cantonner à une époque unique, donc être saisie comme un phénomène purement épocal. Pour ce faire, la première idée dont il faut se débarrasser est évidemment l'idée de progrès. Non pas bien entendu que la science, dans ses domaines propres, n'ait réalisé d'importants progrès au fil des années, des décennies et des siècles. Mais c'est justement parce qu'une telle progression est un phénomène scientifique qu'on ne saurait, du moins sans pétition de principe, appréhender la relation de ce qui est scientifique et de ce qui est extra-scientifique sous l'horizon de cette idée. Ainsi peut-on lire, immédiatement après que Heidegger ait distingué épistémé, scientia et Wissenschaft, la mise en garde suivante. Je cite donc la conférence de 1938. Il ne viendrait à l'idée de personne d'affirmer que la poésie de Shakespeare fut en progrès sur celle d'Eschyle. Mais il est encore plus impossible de dire que l'appréhension moderne de l'étang est plus correcte que l'appréhension grecque. Si donc nous voulons comprendre l'essence de la science moderne, il nous faut avant tout nous libérer de l'habitude que nous avons de ne distinguer la science moderne de l'ancienne que par une différence de degré d'après le point de vue du progrès.
Fin de citation. De même que nous n'appliquons pas à des domaines extra-scientifiques tels que la tragédie l'idée d'inspiration scientifique de progrès, de même, nous devons nous garder d'appliquer cette idée à la relation de ce qui est scientifique et de ce qui, en tant qu'extra-moderne, est extra-scientifique. Par exemple, à la relation de Galilée et d'Aristote. Mais alors, si la loi galiléenne de la chute des corps n'est pas un progrès par rapport à la doctrine aristotélicienne des lieux naturels, comment appréhender la relation de deux penseurs qui, malgré leur appartenance à deux époques différentes, ont bien en commun l'ambition de questionner la nature? Voici ce que répond Heidegger. Je cite: « On ne peut pas dire que la doctrine galiléenne de la chute libre des corps est vraie et que celle d'Aristote, qui enseigne que les corps légers lévitent vers le haut, est fausse, car l'appréhension grecque de la nature du corps et du lieu et de la relation des deux repose sur une autre explicitation des temps et conditionne par conséquent une façon différente de voir et de questionner les phénomènes naturels. » Fin de citation. Galilée ne détermine pas les phénomènes naturels mieux que ne le faisait Aristote. Son rapport à la nature est tout simplement différent de celui du philosophe grec. D'Aristote à Galilée, ce qui change, c'est ce que Heidegger appelle ici « die Art des Sehens und Befragens », le mode du voir et du questionner. Dans son cours du semestre d'hiver 1935-36, c'est-à-dire dans Qu'est-ce qu'une chose, Heidegger avait déjà beaucoup insisté sur cet aspect modal de la question lorsqu'il tentait de mesurer la différence entre savoir antique et science moderne. Ainsi, après avoir évoqué le cliché qui voudrait que l'aristotélisme se perde dans des spéculations conceptuelles et que la science moderne s'en tienne scrupuleusement aux faits, Heidegger corrigeait, je cite, « De part et d'autre, du côté de la science antique et du côté de la science moderne, c'est toujours des deux qu'il s'agit, des faits et des concepts. Ce qui est décisif, c'est le mode et la manière selon lesquels les faits sont conçus et les concepts fixés. » Fin de citation. Le mode et la manière, die Art und Weise. D'Aristote à Galilée, la différence n'est pas quantitative, au sens où la science galiléenne serait animée d'un plus grand souci d'exactitude dans la détermination de ce qui est un fait et de ce qui n'en est pas un. Elle est modale, au sens où la manière selon laquelle Aristote se rapporte aux faits a, avec Galilée, changé, sinon du tout au tout, du moins en profondeur. D'Aristote à Galilée, il n'y a pas progrès, il y a, au sens propre et rigoureux du terme, modification, c'est-à-dire passage d'un mode de rapport à la nature à un autre. Assurément, le contenu de cette modification reste encore à déterminer. Néanmoins, il importe dès à présent de noter, de façon, il est vrai, très formelle, que ce qui fait de la science un phénomène proprement moderne est son mode de rapport au monde, dont la spécificité ne tient pas au fait qu'il serait vrai et les autres faux, mais qu'il est tout simplement, fondamentalement, autre. Avant de tenter de déterminer la teneur concrète de ce rapport, une remarque, là encore très formelle, s'impose. Si la modalité scientifique du rapport à la nature participe de la définition de la modernité tout entière, alors l'unité de l'époque moderne exige l'unité de la modalité même qui la définit. Autrement dit, en tant que phénomène non pas seulement du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais en tant que phénomène moderne, la science doit demeurer en quelque sorte une et la même depuis la naissance de la modernité jusqu'au moment où Heidegger écrit sa conférence. Et de fait, c'est bien ainsi que Heidegger la présente, affirmant par exemple, dans la conférence de 1938, que ce qui vaut pour la physique mathématique à sa naissance vaut tout aussi bien, je cite, pour la physique nucléaire actuelle, ou encore, dans le cours du semestre d'été 1935-1936, que la physique de Newton a défini, je cite, les représentations fondamentales qui continuent d'être en vigueur dans la physique d'aujourd'hui. Fin de citation. Naturellement, la contrepartie de cette unité est l'exclusion de tous les éléments qui semblent s'y apparenter, mais qui lui demeurent extérieurs. Ainsi, note Heidegger, on ne saurait parler de science au sens rigoureux du terme, je cite, même lorsque les observateurs antiques et médiévaux opèrent avec chiffres et mesures
et même là où l'observateur se sert d'outils et de dispositifs déterminés, fin de citation, comme ce fut le cas par exemple au XIVe siècle de William Heytesbury, Thomas Bradwin ou Nicole Oresme, qui ont, les historiens des sciences nous l'apprennent, qui ont caractérisé mathématiquement le mouvement uniformément accéléré. La modalité du rapport scientifique à la nature, tel que Heidegger en dessine les contours, est donc aussi puissamment inclusive qu'exclusive, ce qui revient à dire qu'elle est puissamment unitaire. Mais quel genre d'unité peut d'une part inclure aussi bien Galilée que Max Planck, et d'autre part exclure en un sens Copernic? L'unité d'un projet. C'est en effet comme Entwurf, projet ou projection, que Heidegger caractérise l'essence de la science. Je cite un texte capital de la conférence de 1938. Toute investigation nécessite un secteur ouvert d'avance, à l'intérieur duquel elle se meut. Or, c'est précisément dans l'ouverture d'un tel secteur d'investigation que consiste le processus fondamental de la recherche. Il s'accomplit par la projection, dans un domaine de l'étang, par exemple la nature, d'un plan déterminé des phénomènes naturels. Le projet indique d'avance de quelle manière l'investigation connaissante doit se relier au secteur ainsi ouvert. Dans cette liaison réside la rigueur de la recherche. Fin de citation. La science s'installe toujours dans un secteur ouvert d'avance. C'était commenté tout à l'heure par Dominique. Ce secteur, pour pouvoir être maintenu ouvert, nécessite de la part du savant une projection. Par exemple, pour le physicien, la projection d'un concept de matière qui se définit à partir d'un espace purement géométrique. Cependant, le savant, par exemple le spécialiste en mécanique des fluides, tout en maintenant ouvert ce secteur, n'est pas celui qui le définit. Il se repose au contraire sur sa définition préalable pour pouvoir s'y mouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir mener à bien ses recherches. Se tenir à l'intérieur de ce secteur, s'y mouvoir, ou encore, dans les termes de Heidegger, se relier au secteur, tel est le sens de la Strenge, de la rigueur scientifique que Heidegger, empruntant le mot Husserl, situait, on se le rappelle, en deçà du sérieux de la philosophie. Être rigoureux, ce n'est pas être l'auteur du projet, c'est être capable de s'y installer. Cette idée de la rigueur, les Beiträge l'exprimeront, comme à l'accoutumée, d'une façon un peu plus abrupte, en disant que la science, je cite, n'est pas un savoir, mais un dispositif dérivé d'un savoir. Pas un savoir, un dispositif dérivé d'un savoir. Être dérivé n'est pas ici un défaut ou une dégradation. Maintenir la dérivation, être capable de s'y tenir, de la prolonger à travers un acte de spécialisation ou de la reformuler à travers un acte de révolution scientifique, c'est là ce qui définit la rigueur propre à la science. C'est ce que le texte des Beiträge nomme une Einrichtung, un dispositif. Le dispositif peut changer à loisir, se remodeler, se prolonger, se reconfigurer. Le savoir dont il est la dérivation, lui, ne changera pas. La plasticité de la pratique scientifique, loin d'ébranler l'unité de sa fondation, la renforce au contraire. La conférence de 1938 l'exprime dans les termes suivants, je cite, « L'avantage que l'on exige de ce système, à savoir le système des sciences, n'est donc pas une quelconque unité de relations controuvée et rigide des divers secteurs d'objectivité, mais la plus grande mobilité possible, libre mais réglée, de changement et de reprise des recherches concernant les diverses tâches dominantes. » Fin de citation. C'est justement parce que la scientificité de la science demeure constante et inchangée que les pratiques scientifiques peuvent être si mobiles et si changeantes. Pour reprendre les termes des Beiträge, derrière la plasticité du dispositif, le savoir demeure un et le même. D'où l'unité que Heidegger, recourant au vocabulaire phénoménologique pour caractériser la différence entre Aristote et Galilée, exprimait, on l'a vu, comme une unité de la modalité, de la manière ou du comment scientifique. D'où aussi la force, à la fois inclusive et exclusive, que nous avons reconnue à cette unité. D'où enfin sa capacité à faire époque. Cette puissante unité épocale est celle d'un savoir.
C'est pourquoi Heidegger, mettant à mal l'image d'anti-moderne qu'on lui associe souvent, exprime l'admiration la plus vive lorsqu'il évoque la naissance du projet moderne. Ainsi peut-on lire dans le cours de 1935-36, je cite, « Un tel débat ne pouvait être mené qu'à la faveur d'une maîtrise complète de la tradition des théories de la nature, tant médiévale qu'antique. Il exigeait une ampleur et une sûreté inhabituelles de la pensée conceptuelle, et enfin une maîtrise des expériences et méthodes nouvelles. Tout cela présupposait une passion exceptionnelle dont on ne trouve d'équivalent que chez les Grecs. » Fin de citation. Le savoir qui fonde la modernité n'a ainsi d'égal que le savoir grec. En lui se décide la naissance d'une époque, la nôtre. Tel est le Ernst, le sérieux de la philosophie, que Heidegger, dans sa leçon inaugurale de Fribourg, élevait au-dessus de la rigueur scientifique. Mais après l'avoir caractérisé de façon formelle, comment appréhender enfin la teneur d'un tel savoir ? Ce savoir, on l'a vu, se définit comme projet. C'est d'ailleurs là ce qui en assure l'unité. Ce projet, Heidegger le qualifie de mathématique. Que faut-il entendre par là ? C'est à ce stade que l'analyse heideggerienne est peut-être la plus déroutante. Car pour définir le projet mathématique, c'est-à-dire le projet moderne lui-même, par opposition donc au savoir antique et médiéval, Heidegger s'appuie sur une compréhension du mathématique qui n'est justement pas moderne, mais grecque. Les explications que fournit la conférence de 1938 sont sur ce point assez elliptiques. Les Beiträge s'y appesantissent encore moins. En revanche, le cours de 1935-36 y consacre de longues analyses dont nous ne pouvons ici examiner le détail. Disons qu'après avoir distingué, au sein de l'entente grecque des choses, les physica, les poiumena, les crémata, les pragmata et les mathemata, Heidegger définit ces dernières à partir du verbe mantanein, qui signifie apprendre, mais apprendre dans un sens déterminé, je cite, porter à la connaissance réellement et à fond ce que depuis toujours nous savons. Donc connaître, je cite à nouveau, ce que d'une certaine manière nous portons déjà en nous-mêmes. Fin de citation. Ce que nous connaissons toujours d'avance et que nous portons en nous-mêmes, ce sont certes les nombres, les figures et leurs rapports et proportions. Mais l'essentiel, aux yeux de Heidegger, réside moins dans ces objets mathématiques eux-mêmes que dans leur appartenance à un savoir que nous avons toujours déjà en nous-mêmes. En ce sens, c'est l'entente platonicienne du savoir qui nous fournit sans doute l'idée la plus claire de ce que, aux yeux de Heidegger, mathésis signifie pour un grec. Heidegger ne manque d'ailleurs pas de se référer à cette occasion à l'inscription qui figurait à l'entrée de l'Académie. Mais si l'essence du mathématique se rattache si décisivement au savoir grec, comment peut-il donc permettre de caractériser ce que la science moderne a de propre, mieux, ce qui l'oppose précisément au savoir antique ? Où donc la modernité du mathématique se trouve-t-elle ? Dans le fait que le mathématique est ici ressaisi comme projet. La mathésis n'est plus ce que nous savons d'avance de certaines choses. Elle est ce que, le sachant déjà, nous projetons d'avance sur toutes les choses, y compris sur celles qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec ce que nous savons d'avance. Ce processus de projection se trouve particulièrement bien illustré par l'expérience que Galilée organisa à la tour penchée de Pise, du haut de laquelle il lâcha des corps de divers poids, dont les temps de chute furent proches, mais pas absolument égaux. Alors on discute la question de savoir si c'est réellement produit ou pas, mais je ne rentrerai pas dans cette discussion. Ce qu'il y a de remarquable ici, c'est que d'après cette anecdote, dans cette expérience, eh bien Galilée tint l'expérience pour une confirmation de sa théorie, alors que ses détracteurs y virent au contraire une infirmation de cette même théorie. Voici le commentaire que Heidegger fait de cette anecdote. Je cite Heidegger. Galilée et ses adversaires avaient vu le même fait. Mais ce même fait, ce même événement, ils se l'étaient donné à voir de manière différente et l'avaient interprété différemment. C'était quelque chose de différent qui apparaissait de part et d'autre comme le fait authentique et comme la vérité authentique. À propos du même fait, Galilée et ses adversaires s'étaient donné à penser quelque chose, mais ils avaient pensé quelque chose de différent, non dans les détails,
mais principiellement quant à l'essence du corps et à la nature du mouvement. » Fin de citation. Galilée et ses adversaires ont à la fois vu et pas vu la même chose. Le fait était le même, mais ce que Heidegger appelle ici le fait authentique était autre. Autrement dit, la Weise, la manière de voir, était différente. Et cette différence, Heidegger note qu'elle n'était pas de détail, mais principielle. Elle concernait en effet, je cite à nouveau, l'essence du corps et la nature du mouvement. Quelle est donc cette essence du corps et cette nature du mouvement qui conduisit Galilée à voir l'opposé de ce que voyaient ses détracteurs? Un corps et un mouvement d'origine projective. C'est ce qui apparaît avec la plus grande clarté dans le commentaire que Heidegger consacre au principe newtonien d'inertie. Je cite: « De quoi s'agit-il dans ce principe ? Il parle d'un corps, corpus quod a viribus impressis non cogitur, d'un corps laissé à lui-même. Où trouver ce corps ? Un tel corps n'existe pas. C'est dans une telle prétention, ajoute Heidegger, que réside le mathématique, c'est-à-dire la fixation d'une détermination de la chose qui n'est pas puisée à la chose elle-même par voie d'expérience et qui pourtant est à la base de toute détermination des choses, la rend possible et lui ménage son espace. » Fin de citation. Un tel corps n'existe pas. Cette phrase, dont la simplicité n'a d'égal que la radicalité, résume de façon saisissante la mutation projective de la mathésis. Ce qui désormais est mathématique, c'est-à-dire connu d'avance, est un modèle de la corporéité que je ne trouve nulle part ailleurs qu'en moi-même et que je projette sur le corps que je vois pour lui conférer l'intelligibilité de ce qu'il est à partir du plan où je l'inscris d'avance. Alors je saute, ça je pense qu'il faut que je conclue. Et j'en viens donc à l'approfondissement que Heidegger accorde à ce corps qui n'existe pas dans les discoursi de Galilée. Heidegger résume cet enjeu dans une phrase de Galilée qui dit « Je conçois en mon esprit un mobile qui ne rencontre aucun obstacle ». Et Heidegger relève dans cette phrase l'expression « mente concipere », concevoir en son esprit. Dans ce mente concipere, qui détermine la nature à partir du modèle d'un corps qui n'existe pas, ou du moins qui n'existe nulle part ailleurs qu'en mon propre esprit, apparaît le savoir dont l'ensemble des sciences ne sont, pour Heidegger, que le déploiement sous forme de dispositif. En lui apparaît l'unité du projet moderne. À vrai dire, celui-ci ne se trouve véritablement fondé que dans le mente concipere galiléen, que dans ce que le mente concipere galiléen laisse lui-même pressentir, le cogito me cogitare de Descartes, qui en tant que fond métaphysique du projet moderne en est seul la véritable fondation. Hélas, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de pousser jusque-là. Il faudra nous contenter, pour ouvrir peut-être la discussion, de regarder Galilée du haut de la tour de Pise, laisser tomber divers corps en nous efforçant nous-mêmes de mente concipere, de concevoir par l'esprit, et de songer que dans ce mente concipere réside le caractère proprement moderne de la science, c'est-à-dire ce qui lui confère, aux yeux de Heidegger, son caractère irréductiblement épocal. Merci de votre attention.